Bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat chez nous. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout. Dans cet épisode, on s'intéresse aux tournées de reddition de comptes au sommet de l'État. Les ministres de Patrice Talon sont sur le terrain dans un exercice d'information, d'explication et de sensibilisation sur le contenu, je dirais esthétique, de 8 années de gouvernance et dévoile les perspectives qu'inspire cette approche, obligation de compte rendu ou stratégie politique de propagande. Sur le grand rendez-vous, on pose le sujet et on fait le débat. Aussi, nous évoquerons dans nos discussions les dernières sorties de la jeunesse de la majorité présidentielle en soutien au chef de l'État. Celle de l'Union progressiste, le renouveau, s'érige en bouclier et sonne la contre-attaque face aux déclarations de l'activiste Kémy Séba dans la tension diplomatique entre le Bénin et le Niger. Celle du bloc républicain, mobilisé à Cotonou, dit non à l'intoxication et félicite le chef de l'État pour ses réformes. Pour l'éditorialiste, ces manières de faire renvoient à une certaine époque de la politique au Bénin. Regard croisé des analystes en plateau. Restez avec nous. Le débat se fera dans un instant. Vous suivrez les points de vue de nos analystes en plateau. Ensuite, dans l'œil de l'expert, nous aurons l'éclairage de notre expert en gouvernance démocratique, Dr Henou Patrick, spécialiste en sociologie politique et maître de conférence des universités du CAMES. Il nous dira quelles peuvent être les motivations et les objectifs derrière une tournée gouvernementale de reddition de comptes. Et puis, un ancien ministre de la République qui sera en toute franchise avec nous, comme l'an Michel Sobossi, technocrate et acteur politique, est passé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le 4e gouvernement de l'ancien président Bodiaï. Des tournées d'explication ou de sensibilisation, son équipe en a fait. Est-ce un classique de la communication gouvernementale? Nous l'entendrons. Le grand rendez-vous, c'est ici et maintenant. Bienvenue dans Point de vue. Sur ce plateau, le point de vue de chacun compte. Rudolf Karl, bonsoir. Bonsoir à vous, Christian Danréjan. Bonsoir aux amis autour du plateau. Habitué de ce plateau, on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique. Bonsoir, Ahmed Picardi. Bonsoir, Christian. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci d'être là. Merci d'être toujours au rendez-vous. Acteur de la société civile, vous êtes. Omar Salouf, éditorialiste. On va le retrouver dans un instant. Mais nous avons avec nous Gabin Goubi. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Merci d'être. Un bonheur également de vous retrouver sur le grand rendez-vous. Vous rejoignez l'équipe, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous êtes éditorialiste sur le grand rendez-vous et analyste politique. Eh bien, ministre proche collaborateur du chef de l'État, cadre et personnalité politique de la majorité présidentielle ont un agenda, je dirais, bien chargé ces derniers jours. Ils sont en tournée de reddition de comptes, une démarche qui pour vous s'inspire d'un passé politique pas très lointain. Oui, Christian, la rupture annoncée en 2016 n'a pas eu lieu sur tous les plans. Ou du moins, elle s'est laissée rattraper au fil du temps par les réalités imposées ou entretenues par le président Bodiaï au cours de ces 10 ans de gouvernance. À l'avènement du président Patrice Talon, l'envie de rompre avec nos tares et travers du passé s'est clairement affichée avec un programme de gouvernance axé sur la rupture pour révéler le Bénin. Mais c'était sans compter avec certaines réalités à la peau dure, secrètement ou vertement entretenues par une frange de la classe politique qui a tout intérêt à ce que ces comportements rétrogrades, voire régressifs, se pérennisent pour leur gloire au sein de leur communauté et électorat respectifs. Sortie intempestive du président de la République, communication à outrance même sur des actions banales ou de moindre importance, meeting sous le couvert de lancement de travaux, pose de première pierre, inauguration, tout cela semblait être conjugué au passé avant de ressurgir un à un, notamment à l'orée des successives élections organisées depuis 2019.
Même si le président Talon se démarque toujours par sa discrétion habituelle, il laisse son gouvernement et ses soutiens s'y mettre de plus en plus avec grande énergie, à l'image de la tournée gouvernementale initiée depuis quelques jours dans les 77 communes du Bénin, impliquant députés, élus municipaux et communaux de la majorité présidentielle pour, dit-on, une reddition de comptes. Discuter avec les populations, rendre compte de la gestion du pouvoir d'État ou par rapport à une crise précise n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais avec une allure propagandiste, tout semble évident que rassembler les populations pour leur expliquer ce qu'elles savent déjà peut-être n'est qu'une manière de tenter vaille que vaille de réduire le fossé qui s'est créé entre citoyens et politiciens entre deux élections. Surtout quand il s'agit de mobiliser aux frais du contribuable des ministres dont la plupart sont en réalité d'illustres inconnus dans leur localité d'origine, supposés être leur fief électoral, des questions taraudent l'esprit de l'éditorialiste. Les citoyens mobilisés sont-ils en communion avec leurs interlocuteurs? Se sentent-ils concernés par cette démarche politique dans un contexte économique marqué par la cherté de la vie? Est-ce la seule manière de rester en contact des populations ou des électeurs? L'animation de la vie politique, ce rôle dévolu au parti, garde-t-il encore tout son sens avec ces descentes politiquement musclées sur le terrain? Ce sont là quelques questionnements auxquels doit s'intéresser le commun des Béninois, loin de toute considération politique. Et voilà, messieurs, une série de questions de l'éditorialiste, un plateau de discussion et le plateau est donc ouvert. Une première réaction, Rudolf Karl. Alors, Christian, merci à vous. L'éditorialiste, à mon avis, il a bien résumé la situation. Moi, je retiens qu'on sent un retour en arrière. Les choses qu'on nous avait dit qui seraient abandonnées, on les voit revenir petit à petit. On a désormais des marches de soutien au chef de l'État. Tournée gouvernementale ou tournée politique, je ne sais trop comment l'appeler, parce que gouvernementale, c'est pas que des ministres qu'on voit, on voit des maires, on voit des députés, on voit des chefs de parti, donc c'est devenu une tournée politique au lieu d'être une tournée gouvernementale. Et puis quand on va voir les populations, c'est exactement dans quel objectif? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Le bilan du gouvernement depuis 8 années. Alors que nous sommes dans une situation où l'actualité nous montre que la préoccupation des populations actuellement, c'est la cherté de la vie. Quand ces ministres, avec toute leur cour, j'allais dire, vont voir les populations, est-ce qu'elles débattent de ces situations? Ce qu'ils font actuellement pour atténuer le coût de la vie, est-ce qu'on en parle? Moi, pour ce que j'ai suivi, j'ai vu seulement qu'il était question d'aller parler d'infrastructures. J'ai entendu même un ministre qui a dit qu'un hôpital en construction va avoir des lits qui n'existent nulle part dans ce monde. Donc, il y a de ces choses qui ça vous a fait sourire. Mais ça fait pleurer quelque part aussi, parce que les populations, c'est parce qu'elles attendent. Et puis, Christian, quelle population est-ce qu'on va voir? Quelle population? Moi, j'ai fait un peu mes enquêtes, j'ai appelé les gens où ces délégations-là sont passées, mais bon, la population, le citoyen lambda, apparemment, ne se sent pas trop concerné. C'est les militants, pour la plupart, en tout cas, selon mes informations, qui remplissent les salles. Est-ce que c'est ça? C'est eux, vraiment, la population? Non, les militants vont peut-être servir de relais. Tant de questions à se poser. Aux autres. Allez, Ahmed Picardi, oui, une réaction à la suite donc de ce constat? Moi, je constate avec tous les Béninois que la gouvernance Talon a commencé à ouvrir les yeux sur la manière de communiquer. Nous sommes dans un pays où nous avons, je dirais, une sociologie de communication, d'approche, de contact. On ne gouverne pas le Bénin en restant dans son bureau. Je pense que le régime actuel a allumé, je dirais, le chandelier et l'a mis sous le boisseau depuis 2016. Et aujourd'hui, avec un certain nombre de contingences, cherté de la vie, je dirais forte mobilisation des acteurs et des activistes sur les réseaux sociaux, fort niveau, je dirais, d'intoxication aussi, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. La campagne de l'ex-président Patrice Talon, que dis-je, Yahi Boni, sa tournée dernièrement, a réveillé
je dirais, la mouvance présidentielle. Vous pensez que c'est ça, cette sortie qui est arrivée? Oui, cette sortie a permis... Oui, c'est pas nouveau. Mais cette sortie, je le disais sur ce plateau, cette sortie a réveillé la classe politique en général. Puisqu'il y avait longtemps qu'il avait un leader politique qui a eu à sillonner tout le pays de cette manière-là. Depuis, je pense que le dernier leader politique à l'avoir fait, c'est le président Patrice Talon. Voilà. Et juste après lui, le leader qui le fait, c'est Yahya Boni. Donc il y a eu quand même un réveil de la classe politique et tous ces contingents pris ensemble ont fait que je me suis dit, le régime se dit, si nous ne nous réveillons pas, nous allons nous creuser dans notre propre tombe politique. Oui. Vous vous posez la question tout à l'heure. C'est quoi? C'est une tournée véritable de reddition de comptes ou une tournée de propagande politique? C'est une tournée hybride. Je pense que la gouvernance, c'est la planification, l'exécution et le compte rendu. Oui. Donc ce qu'ils font n'est pas mauvais en soi. Mais personne n'avait imposé à Patrice Talon et à son régime la normocommunication. Personne n'avait imposé, je dirais, entre-temps, en 2016, qu'on critique ou qu'on qualifie ce type de pratique de populiste. Donc, c'est vrai que nous sommes en politique, qu'en politique, on peut dire quelque chose et revenir là-dessus, on en est habitué. Mais quand on regarde la forme de cette tournée, on ne parlera pas de tournée gouvernementale. C'est une tournée hybride, une tournée gouvernementale et en même temps une tournée politique. La présence des acteurs politiques, par exemple, des présidents des partis politiques, moi ça me choque. Pourquoi? Ça me choque dans le sens... Les ministres qui sont au gouvernement, il y en a qui sont issus des partis politiques, qui sont proposés par les formations politiques, qui sont nommés par Patrice Talon. Moi, je suis d'accord que les ministres aillent faire une tournée gouvernementale. Mais sur quel budget d'abord est-ce qu'un président du parti politique... On va revenir sur ça tout à l'heure. On vous écoute, Gabin Goubi. Que pensez-vous de cette démarche? N'est-ce pas que le gouvernement est dans une pédagogie, apporter l'information aux populations? Évidemment, il faut d'abord dire que la démarche n'est pas illégale. Vous savez, on ne peut pas en vouloir à un gouvernement de vouloir rendre compte aux populations. Le président Talon a été élu sur la base d'un projet de société, sur la base de certaines promesses qu'il a faites aux populations, et il est bien qu'il aille vers sa population à leur rendre compte. Peut-être le timing peut prêter problème, peut laisser susciter des interrogations dans la tête des gens. Mais là encore, il faut dire que le gouvernement n'a pas caché, le président Talon du monde n'a pas caché son ambition de voir pérenniser, poursuivre la dynamique qu'il a imprimée au pays depuis qu'il est à la tête de l'État. Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, c'est une tournée de reddition de comptes, c'est-à-dire aller dire aux populations ce qui a été fait depuis que le président Patrice Talon est là, mais également une tournée d'occupation politique du terrain. Vous savez, et que nous sommes dans un pays où toutes les décisions du gouvernement sont mal interprétées. Le gouvernement a peut-être le sentiment que le terrain est occupé par les adversaires, donc l'opposition qui travaille à intoxiquer ou à critiquer les options, les actions du gouvernement. Donc la tournée s'inscrit, de mon point de vue, dans une démarche de déconstruction de tout ce qui a pu être formaté dans la tête des populations comme intoxication, comme critique et tout. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement est allé rendre compte, mais également pour se faire une certaine... politique. Voilà, dans la perspective des prochaines joutes électorales. Alors, on en parlera. Ça me dérange de voir aux côtés du gouvernement des ministres sur le terrain, des personnalités politiques, des formations politiques. Mais absolument pas. Vous savez qu'il y a quelques semaines, le président a rencontré ministres, députés, membres des deux formations politiques soutenant ses actions, et à l'occasion, il a été décidé, n'est-ce pas, d'aller, de constituer, n'est-ce pas, des délégations constituées de ministres, de cadres, de techniciens, même du personnel politique. Je veux parler des députés, des maires, des conseillers communaux, et donc tout cela, ça donne forcément une connotation politique à la tournée qui est en train d'être faite. Et je le dis une fois encore, on ne peut pas faire le procès à un gouvernement de le faire, étant donné que le chef de l'État, déjà constitutionnellement, il lui est loisible d'aller présenter le bilan de tout ce qu'il fait au cours d'une année devant les députés. Donc je pense que tout cela s'inscrit dans une dynamique de faire le point aux populations de ce qui a pu être fait. Si vous permettez, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le procès au gouvernement d'organiser cette tournée, c'est pas illégal, on s'entend, mais c'est le même gouvernement qui nous avait promis la normocommunication
communication. Mais ça bon, fait longtemps ça fait qu'on longtemps. a déjà quitté. Oui, on ne refuse pas, mais on pose le débat parce que vous nous avez dit que vous n'allez pas faire comme les autres, mais quand vous commencez à faire comme eux, ben bon, permettez-nous de le dire. Que ça soit illégal ou pas, il faut rappeler les choses, quoi. Oui, on vous écoute, Omar Salouf. Pour vous, ces sorties que vous voyez, ça nous renvoie à une certaine époque. Clairement. On ne devait pas voir ça parce qu'on a parlé de rupture. Clairement. Parce que si le mot rupture est sorti, c'est pour arrêter avec un certain nombre de choses. Rendre compte aux populations de ce qui se fait, c'est normal. Je rejoins Gabin sur ce coup-là. C'est normal, mais c'est la connotation propagandiste qui est autour qui pourrait gêner. Des ministres même qui ne sont pas connus dans leur localité, qui sont... On ne dira pas ça tout de go. Ablaye Biotane est connu dans oui, sa non, localité. je ne dis pas que la totalité des ministres... Raphaël, il est connu dans sa localité. Qui connaît Bakary dans sa localité, le ministre des Affaires étrangères? Il devrait plutôt... Il a quand même été un acteur politique. Il devrait plutôt être invité à faire le tour de la diaspora. Si cet exercice-là doit se poursuivre, doit s'élargir à la diaspora, en tant que ministre des Affaires étrangères, il devrait être sollicité pour les pays où sont représentés le Bénin. Si on l'envoie dans sa commune d'origine, les gens peuvent se poser la question de savoir, bon, lui, il est qui? Ou peut-être que c'est une manière de le faire connaître pour des fins politiques plus tard. Parce que on a souvent compris qu'un ministre nommé, avec le temps qu'il fait, il prend le temps de prendre ancrage dans sa communauté, quitte à se faire élire député après. Peut-être que c'est cette démarche-là qui est en cours. Mais des ministres qui ne sont pas connus, chez eux, ça c'est un gros point d'interrogation. C'est l'occasion pour eux de se faire connaître. C'est l'occasion pour eux de se faire connaître. Mais j'aurais voulu voir impliquer beaucoup plus les chefs de terre, comme on le dit, les conseillers locaux communaux, les députés. Ils sont dans les délégations. Oui, mais cette déférence de ministres, ça prête à confusion. Les ministres sont dans l'action. En fait, c'est les ministres qui déclinent le projet, le programme d'action. Je suis d'accord. Donc, ils ont les données. Et c'est à eux de faire le bilan, en fait. Puis, c'est eux qui sont à la manœuvre. Les députés ne sont que là pour des questions politiques. Et quand vous parlez de ministre peu connu, vous savez, le chef de l'État, de mon point de vue, depuis qu'il est là en 2007, en tout cas, moi, je fais le constat de ce que les nominations qu'il fait dans son gouvernement ne sont pas forcément basées sur l'appartenance à une région ou le poids politique d'une personnalité ou du ministre qui est promu. Et du coup, donc, il ne se voit pas, il ne fait pas rigueur à un ministre d'apporter un gain politique à son gouvernement. Il ne veut que l'action technique. Et le 8 février dernier, si j'ai bonne mémoire, à la faveur de la rencontre qu'il a organisée avec la presse, il a dit qu'il ne s'est pas trop préoccupé de ces détails-là. Et pour se racheter, il y a eu cette décision, cette vision de nommer des ministres conseillers et donc de piocher des cadres au sein des formations politiques pour pouvoir se refaire un peu son retard au niveau de sa promotion des cadres politiques. Donc le ministre Olusegun Bakary, que vous avez cité, de mon point de vue, beaucoup ne savent pas peut-être qu'il est de Sakété, il n'a peut-être pas grandi là-bas et je ne l'ai jamais vu faire des actions politiques sur le terrain. Mais quand vous voyez bien les délégations qui sont faites, j'ai vu par exemple le ministre Ablaye Biotane aller faire partie de la délégation qui a rencontré les personnalités à Porto-Novo. Ce n'est pas son fief. J'ai vu beaucoup de cadres. Ce n'est pas son fief, mais il est chef de parti. Il est chef de parti. D'accord. Encore qu'il y a d'autres députés aussi. À Porto-Novo, il faut préciser ça. Bon, c'est juste une nuance que j'aimerais apporter. Oui, avec Picardie. L'œil attentif aurait déjà vu, je dirais, cette nouvelle manière de communiquer venir depuis un certain nombre de temps. Si vous avez remarqué, dans la démarche je dirais, du président Patrice Talon, nous avons vu un président qui ne faisait pas d'interview, ou qui n'intervenait pas, qui ne sortait pas médiatiquement. En 2023, nous avons vu un autre visage du président Patrice Talon qui a commencé à multiplier les sorties, comme l'ancien président Yahya Boni. Yahya Boni, il adore ces genres d'exercices. Talon a commencé à adorer ces genres d'exercices. Nous avons vu un président de la République qui, très discret, parce qu'il a dit qu'il va gouverner avec humilité, effacé, qui organise des vaudundaises,
et qui toute la journée toute la journée du grand jour, du concert, est en t-shirt, style populiste, se promène dans la ville, serre des mains, est dans le concert, et danse avec les jeunes, comme ferait l'ancien président Boni Yayi. Qui a mangé avec les émigrants. Les émigrants. Oui, en fait, quand moi j'ai vu le jour où j'ai vu le président de la République dans ce rôle à Ouida, lors des Vaudondés, je me suis dit, bonne arrivée Boni Yayi. Et c'est ce que vous avez dit. Oui, Boni Yayi 2. Bonne arrivée Boni Yayi 2. Je me suis dit, voilà, le président est en train de muter sa manière de communiquer et il est en train de... Parce que vous pensez quoi? Qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait ça pour se rapprocher de son peuple? Il y a une chose, la distance entre le président de la République et la population, c'est une trop forte distance. Oui, vous savez, de telle sorte que même lorsque les gens passent sur les réalisations de qualité, réalisation de qualité de ce régime, les gens se demandent même, mais en fait on sait qu'il y a un président, mais on ne sent pas notre président. On ne l'a pas senti pendant 8 ans, mais mieux. Lorsqu'on parle de tournée gouvernementale de réduction de comptes, normalement on devait faire une réduction de comptes de 2021 en 2020, on est en 2024, oui. Pas de 2016 en 2024. C'était ramassé parce que on l'a déploré, la militaire n'était pas sur le terrain, n'allait pas au contact. Il y avait une réduction de comptes qui avait été faite par le président de la République à la veille des élections de 2021. Nous avons déjà fini avec cette phase de la gouvernance. Nous sommes dans la phase de, normalement, la logique voudrait qu'on fasse le bilan sur ce qui est fait de 2021 à 2024. Mais bon, on a parlé de hautement social en son temps, qu'est-ce qui a été fait pour le hautement social? Vous savez, je disais au début de l'édito que Talon et son gouvernement se sont laissés rattraper, avec leur rupture bien sûr, se sont laissés rattraper par certaines réalités. Vous savez, nous avons l'habitude au Bénin de vivre de façon générale en communauté. Et quand il y a une trop grande distance entre le chef et la population, la communication n'est pas fluide. On sent que il y a deux temps qui se regardent. Boni Yayi l'avait compris, mais le président Talon voulait coûte que coûte montrer qu'on n'a pas besoin d'être au sein de la population avant de bien gouverner. Donc il l'a compris finalement. Je ne dis pas que systématiquement c'était une mauvaise chose, mais il fallait que c'est peut-être une invite au prochain gouvernement. Il ne faut pas que quand on vient au gouvernement ou bien quand on vient au sommet de l'État, qu'on balaye d'un revers de main tout ce qui a été fait. Il faut qu'on pense un peu à voir ce qui a été bien fait parce que on l'a tous compris que, qu'on le veuille ou non, ils se sont ravisés, les positions ont été revues et ils ont compris finalement que c'était cette manière de faire de Boni Yayi qui était, je ne dirais pas la meilleure, mais qui permettait aux politiciens d'être en contact permanent avec leur base. Voilà. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous, Omar, parce que bon, au Bénin, quand on dit qu'on a une pratique, est-ce que c'est Boni Yayi? Ça commence avec Boni Yayi. On a connu dans ce pays des présidents Soglo, Kérékou, avant Yayi. Mais est-ce qu'il y avait des tournées gouvernementales? Je ne pense pas. Donc, le chef de l'État est gouvernant sur la base de partis politiques. Et c'est à ces gens-là de vendre ce que le gouvernement fait. Les députés, ils sont élus pas pour rester à Cotonou, ils sont dans leur localité et puis ils sont en contact avec les populations. Si le président fait quelque chose, c'est à eux d'en parler avec la base. Justement, les maires qui sont élus. Les maires, ils ont, la mouvance présidentielle a presque tous les maires au Bénin. Donc, je ne comprends pas vraiment cette tournée gouvernementale-là. Les maires, justement, le sont peut-être la particularité ici, être dans l'action, s'il vous plaît. Permettez-moi, peut-être que vous allez bien me comprendre si vous me laissez. Alors, est-ce que le gouvernement ne communique pas? Le gouvernement ne communique pas, ils ne sont pas dans la presse, vous ne voyez pas la une des journaux tous les jours. Qu'est-ce que le gouvernement veut encore nous dire qu'on ne sait pas encore? Si on a construit une route, c'est où chez vous, s'il vous plaît? Je suis de Boycon. Ok, si on a construit une route chez vous à Boycon, est-ce que vous avez besoin d'un ministre pour vous dire qu'on a construit une route là-bas? Vous ne savez pas. Lorsqu'on construit une route chez moi à Boycon, le bien fondé de cette tournée, c'est quoi? Que lorsque la route est fondée, elle est construite à Boycon, que moi je suis de Boycon, que je suis allé au village il y a peut-être 3 ans, celui qui est de l'opposition, qui vient de Boycon, me dira que tu sais, la route qui a été construite, elle est de mauvaise qualité, tout est bio-blé.
Moi, je crois en qui? Je ne suis pas parti voir. Donc, vous avez des parents quand même à Boycott. Vous avez des parents à Boycott qui peuvent quand même vous informer. Donc, et puis vous voyez, c'est l'intoxication de l'action nous sommes dans une période où il y a une surcommunication, à mon avis. Actuellement, il y a des comment vous les appelez, il y a des influenceurs qu'on a fait venir pour communiquer. Bon, qu'on a fait venir, on a vu les images pour communiquer sur le Bénin. Il y a communiqué, il y a tournée gouvernementale. On voit maire, on voit ministre, chef de parti, on voit tout le monde. Bon, moi je ne comprends pas très bien l'objectif en fait. Et puis bon, on est à 2 ans de la fin du mandat. L'objectif c'est de rappeler ce qui a été fait on est à 2 ans de la fin du mandat de président. Moi, bon, pour ce que je sais, je pense qu'il faut que nous recadrions un peu le débat ou les choses que nous avons sorties du débat. Donc je me dis, un gouvernement qui va rendre c'est quelque chose de normal. Au contraire, c'est l'exercice auquel on devrait inviter nos acteurs politiques, y compris les députés, que je vois de plus en plus fuir cet exercice-là, qui est contenu même dans le règlement au Parlement, qui ont l'obligation d'aller dire aux populations ce qui se fait en termes d'initiatives, de projets de loi votés, en termes de contrôle de l'action gouvernementale. Il y en a quand même qui le font. Donc, qui font il y a quelques-uns. Donc je pense qu'un gouvernement qui va rendre compte, c'est quelque chose de normal. Même dans la vie courante, vous avez été élu à un poste, même dans un simple bureau, vous avez l'obligation, à l'occasion peut-être d'une assemblée générale, de faire le point des activités, des actions que vous avez menées à ceux qui sont membres de votre bureau. Donc pour moi, j'ai pas de souci dessus. Et vous me direz peut-être que le ministre, le porte-parole du gouvernement est au front. Tous les week-ends, tous les jours, il parle des actions du gouvernement, il explique les décisions du Conseil des ministres. Peut-être le gouvernement a le sentiment de ce que le message ne va pas vers la population à la base. Oui. Vous voyez combien vous suivez la télé, nous qui sommes connectés, réseaux sociaux, tout ça, on a l'impression que tout se passe seulement dans les grandes villes. Le gouvernement veut aller au contact des populations. On va voir, puisqu'on parle beaucoup plus des populations. Il y a certaines que nous avons rencontrées. Bardouché et Jocelyn Bariga ont fait ce travail. On va les écouter, ces citoyens rencontrés dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Je salue d'abord l'initiative d'ailleurs et j'ai dit ça a même pris du temps parce que nous avons pris l'habitude avec ce gouvernement de ne pas trop toujours communiquer à temps et c'est le moment de le faire parce que cette sortie, cette tournée gouvernementale, ça montre vraiment que il faut aller voir le peuple et dire ce qui se passe réellement au peuple parce que le bas peuple ne comprend pas toujours la réalité de ce qui se passe. Mais nous avons souvent l'habitude, nos politiciens ont souvent l'habitude de souvent renverser du sable, souvent quand on le dit chez nous, dans le gari, quand on fait quelque chose qui est du bien, quand on n'est pas à cette place, on tête toujours de négatif ce que l'autre est en train de faire du bien. Et on manipule ce peuple, et c'est ce peuple on utilise souvent ce peuple-là à agir de façon naïve. Encore une occasion pour siphonner les fonds du contribuable. Je ne vais pas garder dans. C'est 8 ans. Les actions sur le terrain, quand vous prenez une balance, si ce qu'il a fait de mauvais dépasse ce qu'il a fait de bon, alors là, ce qu'il a fait de mauvais annule tout ce qui est bon. Juridiquement et spirituellement. Si le peuple se sent à l'aise, ça n'a même pas besoin de descendre sur le terrain pour réexpliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a la vie chère. Les gens mangent difficilement. Et on va aller chez eux pour dire quoi? Pour expliquer quoi? C'est un gâchis. On voit, on constate ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Est-ce que ça revient au gouvernement de faire encore des tournées? Moi, je vois que ça là, c'est pour dilapider un peu les fonds de l'État. Sinon, tournée gouvernementale. Et nous avons vu le président de UP avec les ministres. Mais les partis politiques aussi sont associés à ça. Moi, je commence. Ça là, c'est la politique. C'est une autre forme de faire la campagne sur le terrain. Sinon, les réalisations du gouvernement, on n'a pas besoin
de dire ça à la population. La population, là, on constate les choses. Il faut que les gouvernants béninois commencent par imiter à ce que je pense le Nigeria. Quand vous êtes autorité, prochainement qu'on mette ça dans notre constitution, vous êtes président de la République. Vous avez au moins 10 hectares dans votre région, je ne sais pas où, et vous cultivez, vous prenez un céréales, je ne sais pas si c'est le riz, c'est le maïs, c'est du liam, et vous cultivez. Chaque ministre doit le faire. Les directeurs centraux, les directeurs généraux, les maires, les conseillers. Quand ça va commencer comme ça, je crois que ça va prendre petit à petit. Quand on prend l'argent, c'est pour aller construire des maisons. Non, donnons de l'exemple depuis l'euro, comme le fait le Nigeria. On avait Obasanjo faire il y a des champs de des poulaillers où il produit, il fait emmagasiner près de 150 millions par jour pour les œufs. Il faut que nous pensions aussi à ça. En résumé, c'est une perte de temps et un gâchis. Au lieu d'utiliser cet argent-là pour aller expliquer, le peuple n'est pas dupe. Le peuple suit tout. On peut prendre ce fonds-là pour développer la vallée de l'Ouémé. Et la saison prochaine, on aura assez du maïs, on aura du mil, on aura assez de tubercules. Manioc, Iam, manioc pour le gari. La vallée de l'Ouémé est très riche. Si on commence par Savé jusqu'à Bonou, mais ça suffit déjà. Regardez le Burkina. Le Burkina maintenant. Moi je le suppose jusqu'au bout. Il peut faire 4 ans, il peut faire 1000 ans sur le pouvoir. Il est calé. Il est calé. Celui qui a la tête là, c'est ça. C'est celui-là qui peut gouverner ce pays jusqu'au bout. A Tchotole, Bill Grochemele, Tchagouda, de supprimer les vivi nous mais a dit de vivre, et à le moto, les mêmes dans le Yue. Manano, ah, quoi t'es bien, mais le bocal moto et même boulot Yue. Et là, oui, on n'a pas tout quoi que de vivi, de supprimer les et vivi nous mais mambara tu on a nous con les qui contre ton ouais pour nous jouer les dos ni ma confiné o aso de wa ni la so ton wa kakabo so yi mais doko de bien ni te pombo nous a nous kula ni pokwe. C'était donc dans le prétoire. Il s'agissait donc aux citoyens de réagir à la question de Mardoché Gounou, de savoir ce qu'ils pensent de ces tournées gouvernementales. Réaction? Oui, moi je vais recentrer le débat et dire que nous sommes toujours dans le débat. Oui, pour moi, l'objectif de cette sortie, de cette tournée, c'est de contre-attaquer ce qu'a fait Boni Yayi dernièrement, comme l'a rappelé Picardie au début du débat. C'est de contre-attaquer, c'est d'occuper le terrain de sorte à faire comprendre aux populations que ce n'est pas Boni Yayi seul qui est sur le terrain. Pour moi, les ministres n'ont pas besoin forcément de se mettre dans ces délégations-là. Les cadres techniques, eux, ils sont là. Les cadres techniques, parce qu'il y a des ministères. On a parlé de représentativité. La représentativité, c'est le ministre. Le cadre technique qui va sur le terrain. L'écoute qu'on devait avoir pour lui, ça ne sera pas pareil si le ministre était là. C'est pourquoi je disais que quand vous parlez d'écoute, quand je reviens, toutes mes excuses, on ira très vite. Oui, je reviens sur le cas de Bakary, par exemple. Je n'ai rien contre la personne de ce ministre. Mais quand vous parlez d'écoute, qui le connaît, étant originaire d'où il est, pour que l'écoute soit différente d'un cadre, d'un quelconque cadre, qui maîtrise bien les réalités du ministère. Quelqu'un, on dit celui-là, c'est notre pays. Je suis tout de même d'accord. Maintenant, en dernier ressort, je voulais dire que, comme l'a dit les intervenants, le budget qui a servi à faire tout ça aurait mieux fait d'être orienté dans... Le gouvernement a sa politique, a sa ligne de conduite, oui, et il tire ses ressources pour la réalisation de tel objectif. Moi, je pense que cette tournée, bon, on a besoin de nous apporter beaucoup de précision, d'éclaircissement surtout sur la façon dont les choses se passent. Premièrement, l'échantillonnage. Qui sont ceux à qui les ministres vont parler dans les salles?
Les populations? Non, les populations, il y a des militants parmi les populations aussi. Est-ce que c'est des militants? Est-ce que c'est des populations? Parce que moi... Non, bon, prenons... Oui, on doit faire un échantillonnage représentatif de la localité. Parce que quand vous allez quelque part, il n'y a pas que les chefs de village. C'est la minorité, ça. Ceux qui sont vraiment au contact des réalités directement, c'est les populations, c'est le citoyen lambda qui a peut-être besoin, si vous venez dans une localité... Les chefs de village, les chefs de quartier, eux, ils sont peut-être... Oui, ils sont souvent en contact avec les autorités. Ceux qui ont besoin vraiment des autorités, c'est les populations lambda. Christian, oui, quand je dis ça, il y a aussi le fait que, comme il le disait, on doit savoir exactement qu'est-ce qui est mis dans... Parce que quand vous voyez tous ceux qui se déplacent là, quand vous voyez ça si on dit une reddition de compte, il faut parler de toutes ces choses, il faut faire la lumière, que les choses soient claires. Vous n'aurez jamais quand même eu une idée. Bon, il y a un problème. Ça fait partie, la reddition de compte fait partie des attributions du gouvernement. Moi, en fait, vous vous rendez compte, vous êtes en mission. Et pour une mission, il faut des moyens. Maintenant, qu'on ne dise pas qu'on vienne dire... exposer que cela a coûté tel. Maintenant, par rapport peut-être au message, on peut dire, bon, a priori, on traite purement des questions politiques. Parce que pour ce que j'ai suivi, effectivement, on fait un peu le loge de tout ce qui a pu être fait depuis que le gouvernement est là. Même un bilan qui dépasse le cadre de 2021 va dans le premier quinquennat et tout. Bon, on ne peut pas, une fois encore, je le dis, en vouloir au gouvernement pour cela. Maintenant, il y a quand même des sujets sur lesquels le gouvernement peut utilement expliquer ses options aux populations. On parle de la crise entre le Bénin et le Niger. La crise qui a livré de nouveaux épisodes ces dernières semaines. C'est peut-être un sujet qui intéresse les populations. Le gouvernement veut savoir pourquoi on est allé jusqu'à fermer la plateforme pétrolière. Pourquoi est-ce que le gouvernement a interdit les embarcations, les premières embarcations du pétrole brut nigérien via les eaux béninoises et tout. Donc c'est des sujets qui intéressent le maïs qui a flambé. Et pourquoi est-ce que... Voilà, qu'est-ce que le gouvernement a fait concrètement pour contenir... La dernière intervention sur ce sujet, puisque nous avons nos sujets à aborder. Quand moi je résume pour ce sujet, les intervenants tout à l'heure ont déjà tout dit. Il y a eu trop de temps pris avant d'aller vers les populations. Certaines populations ne déplorent pas la démarche du gouvernement de venir expliquer parce que nous-mêmes nous avions soif d'explication. Nous avons supplié l'explication. Ce gouvernement ne nous a jamais rien expliqué. Aujourd'hui, le gouvernement... Non, on ne dira jamais rien. Il y a eu des sorties. Le porte-parole, monsieur, il répond. Le gouvernement a fait des tours. Ne dites pas qu'il fait mal son travail. Je vous explique ceci. Je n'irai pas sur la personne de Mbedi. Je n'irai pas sur la personne de Mbedi. Mais écoutez, 30 minutes ou 15 minutes de prise de parole à la télévision, ça permet de vraiment discuter. Pas seulement ça. Il est allé plusieurs fois sur les plateaux, il a parcouru le pays. Oui, certes. Pour parler aux gens, pour leur expliquer. Certes, mais nous disons ceci. Nous avons manqué d'informations pendant 8 ans. Et maintenant, l'information est là, les ministres sont entourés. Allez, les sujets ne répondent pas toujours aux préoccupations actuelles des populations. Ça a été relevé dans l'élément. Allez, un mois de mai bien rythmé. Et là, nous abordons le deuxième sujet de ce soir. Un mois de mai bien rythmé pour la jeunesse de la majorité présidentielle. Je le disais en entame dans mon introduction. Elle s'est exprimée de plusieurs manières ces derniers jours. L'une, la jeunesse de l'Union progressiste, le renouveau a sonné la contre-attaque face aux déclarations de l'activiste Kémy Séba dans la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin. Et l'autre du bloc républicain dans un élan de solidarité. Et comme elle l'a dit, cette jeunesse dit non aux intoxications et apporte son soutien aux réformes de Patrice Talon à travers une mobilisation de mars, suivie d'une petite procession à la place de l'Amazone en présence des leaders des partis politiques, notamment du bloc républicain, avec le ministre d'État Ablaye Biotchane qui a reçu leur message qu'il transmettra ou qu'il a transmis, on ne sait pas, à Patrice Talon. Oui, la jeunesse a voulu apporter une réponse à l'inaction presque constatée au sein de la majorité présidentielle, cette couche de la jeunesse politique qui est censée animer quand même la vie politique des partis. Vous savez, sous Boni-Yahi, il y avait ces regroupements-là qui existaient où on parlait toujours la référence. Des chiens de chasse. Oui, parce que sous Boni-Yahi, excusez, il y avait une redondance d'activité politique. Oui. Le terrain était occupé du berger à la bergère. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
la jeunesse, que ce soit de l'Union progressiste, le renouveau, ou celle du bloc républicain, s'est dit attention, il faut que nous donnons aussi de la voix, que nous montrons que nous existons. Voilà de l'autre côté, les gens initiés des jeudis où on est habillé en noir, où les messages sont diffusés à foison, où l'opposition est à la manœuvre. Il y a des conférences de presse qui sont organisées pour répliquer presque systématiquement à tout ce qui est pris comme décision, à tout ce qui est voté à l'Assemblée nationale comme loi. Et sur cette question, par exemple, le vote du nouveau code électoral, je n'ai pas vu la jeunesse, que ce soit du bloc républicain ou de l'Union progressiste, réagir, même si c'est leurs partis qui ont participé à ce vote-là. Donc je trouve que c'est une réponse pour montrer quand même que cette jeunesse-là également existe au niveau des formations politiques, pour répliquer aussi aux adversaires qui quand même occupent, il faut le reconnaître, ça c'est un mérite pour l'opposition, occupe plus le terrain, Boni Yayi qui sillonne le pays pratiquement tous les jours et qui est quand même visible quand même sur le terrain. Oui, moi je dis nouvelle période, nouvelle mœurs. J'en ris parce que je me souviens, il y a quelques années en arrière, lorsque cette même jeunesse, dont vous parlez si bien, avait voulu, je dirais, organiser les 1000 glorieux jours pour le président de la République, le secrétaire d'État Andalor, je pense bien que ça devait être le secrétaire, a sorti un communiqué interdisant de tel type d'activité. Est-ce que ce communiqué a été déjà revu? Je me dis ceci. La jeunesse politique a le droit de manifester, surtout quand il s'agit de questions qui touchent la dignité patriotique. La question relative à la réaction de Kémy Séba est une question qui touche à la dignité patriotique. Et tout Béninois se reconnaît dans cette question-là. Mais la chose est que nous aujourd'hui, en tant qu'acteurs, nous sommes surpris. Nous nous rendons compte qu'à 2 ans des élections de 2026, les activités que nous avons trouvées, je dirais, moralement non conformes à notre ligne de rupture, ont commencé à être validées, ont commencé à être adoubées, ont commencé à être promotionnées. Moi, je me pose la question, bon, à part l'action politique et l'animation de la vie politique, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui est... Vous allez continuer vos investigations et on verra. Moi, je pense que la question que je pose depuis que cette émission-là a commencé, c'est ça qu'il vient de poser aussi. C'est quoi l'objectif? Parce que nous avons un régime qui a 2 ans de la fin du mandat. Bon, si on nous avait... Mais vous voulez une chose au contraire. Vous trouvez que le gouvernement ne communique pas, le gouvernement est resté tout le temps dans la normocommunication, vous trouvez que le gouvernement n'est pas au contact des populations? Aujourd'hui, les jeunes se lèvent et c'est pas possible. Christian, moi je suis constant. Ce que je dis, c'est que oui, la communication, moi j'estime que le gouvernement communique bien. Les journaux parlent des actions. On n'avait plus besoin. Plus ou moins. Ouais, ben, si on devait faire des tournées, on donne les moyens aux partis politiques de la mouvance qui vont expliquer, parce que c'est eux qui sont en contact avec les bases. Le ministre, oui, il peut aller, mais bon, pas mettre le ministre devant, le mettre en selle comme la star du jour, le présenter comme tournée gouvernementale. Ça, c'est des tournées politiques. Maintenant, si c'est une tournée politique, ça aurait été clair, parce qu'on sait que c'est à visée politique. Quand on nous dit tournée gouvernementale de reddition de comptes, vrai, dans la gouvernance, bon, il y a de la politique, mais bon, il ne faut pas le présenter comme ça. Dites-nous que c'est une tournée politique, et puis on saura que... D'accord, mais on ne va pas revenir ici. Allons-y. En un mot, c'est 2026 qui se prépare. 2026 qui se prépare, et le boulevard est ouvert, et vous aurez beaucoup plus ces genres d'activités, beaucoup plus... Et donc les marches de soutien, les déclarations, les prières... ça va s'intensifier tant que Boni Yayi est présent sur le terrain. La mouvance présidentielle ne Pourquoi voudra pas... focaliser sur Boni Yayi? Oui, parce que c'est lui actuellement qui tient la position. C'est lui qui a ouvert la brèche, on va dire. Qui a ouvert la brèche, qui draine plus de monde en tant que parti d'opposition, en tant que représentant de parti d'opposition. Donc 2026 se prépare, et beaucoup plus nous aurons ces genres d'activités jusqu'à ce que les élections arrivent. Moi, je ne me prends pas d'insu. Le gouvernement qui explique, même
ces actions, dans quel intérêt? Mais c'est pour pouvoir... J'ai vu la vice-présidente de la République, le président, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, dire soutenez-nous, faites-nous confiance pour le futur. Mais de quel futur il parle? Donc le chef d'État même l'a dit à la faveur de l'interview qu'il a accordée à deux de nos confrères de l'RTB le 23 décembre 2023, qui sera très actif, politiquement très actif sur le terrain. C'est ce qui a commencé. Merci à vous, merci à vous Rudolf Karl, merci Ahmed Picardi, merci à vous Gabin Goubi et merci à vous Omar Salouf pour l'édito et pour le débat de ce soir. Eh bien, nous allons marquer la pause et juste après, nous recevrons Patrick Henou. Il est maître de conférence des universités du CAMES en sociologie politique et expert en gouvernance démocratique. Avec lui, on reviendra donc sur ce qu'on peut comprendre en sociologie politique, sur cette activité du gouvernement qui est sur le terrain. Et par la suite, en toute franchise, on recevra un ancien ministre, Michel Sobossi, qui nous dira ce qui se cache derrière ce genre d'action, lui qui a été membre de l'exécutif une fois. Merci beaucoup, chers messieurs, et bonsoir chez vous. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur le grand rendez-vous. À présent, l'œil de l'expert avec notre expert invité, Patrick Henou. Bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Vous êtes maître de conférence des universités du CAMES en sociologie politique. Vous êtes également expert en gouvernance démocratique. On va parler, on est en train de parler aujourd'hui de cette tournée gouvernementale de reddition de comptes. Dites-nous, vous qui êtes sociologue politique, qu'est-ce qui peut motiver un gouvernement à initier une tournée de reddition de comptes? Merci pour la question. Il faut déjà dire que les gouvernants sont à l'épreuve donc de leur légitimité à partir du moment où ils initient des politiques publiques et essayent de les mettre en œuvre. Et c'est la mise en œuvre que nous allons appeler, qu'on appelle généralement l'action publique. Et donc, il y a une espèce d'interaction qui devrait être sauvegardée entre des élus et les citoyens, quels que soient les niveaux auxquels ils se situent. Tout comme les gouvernants, que l'on soit dans la sphère nationale ou à l'échelon local, il est important que cette espèce de go-between existe pour que ce qui est entrepris au nom de ces citoyens puisse être apprécié d'une manière ou d'une autre. Et donc la meilleure façon pour les citoyens d'apprécier ce que font les gouvernants, c'est d'être informés et d'avoir leur mot à dire. Et donc, qu'on initie aujourd'hui des tournées gouvernementales pour expliquer aux populations ce qui a été entrepris en leur nom, a priori, c'est tout à fait normal parce que on est dans la logique de redevabilité qui suppose une gestion transparente et responsable. Et donc, pour le principe, on peut s'accorder pour dire que c'est tout à fait normal que ce qui est entrepris soit connu des citoyens. Et ce qu'il faut éviter, c'est la théâtralisation. Et cette théâtralisation peut laisser libre cours à des commentaires qui finalement ne servent pas ne servent pas la cause donc de cette logique de redevabilité. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut trouver des choses à dire. Alors, vous parlez de logique de redevabilité, pardon. Est-ce la logique qu'après avoir opéré des choix, et en ce moment, lorsqu'on opérait des choix, les citoyens n'étaient pas présents, ils n'étaient pas informés, vous êtes passé à l'opérationnalisation, et c'est après cette opérationnalisation-là qu'on va maintenant au contact de ces citoyens-là pour leur expliquer ce choix qu'on a opéré en leur nom, en leur absence. Oui, vous faites bien de le souligner, il y a là un hiatus
parce que au nom donc de cette logique de redevabilité, il aura fallu qu'à l'entame de l'initiation donc des politiques publiques qu'on associe déjà les citoyens. Et nous sommes aujourd'hui non plus seulement dans une démocratie représentative, mais également dans une démocratie participative qui veut que les citoyens soient associés à tous les échelons, donc depuis l'initiation des politiques publiques jusqu'à leur évaluation en passant par leur mise en œuvre. Ça suppose qu'aujourd'hui, on n'est plus tenu de s'attendre à ce qu'on pourrait appeler le contrôle citoyen de l'action publique, c'est-à-dire une intervention a posteriori. Et il aurait fallu intervenir non seulement a priori, mais pendant que l'on met en œuvre, n'est-ce pas, ces politiques publiques. Et c'est ce que nous déplorons, parce que justement ces citoyens-là devraient être associés à temps pour avoir des critères assez objectifs qui pourraient les amener à évaluer l'exécution de tel projet ou de tel autre. Et c'est ce sur quoi il est important d'insister aujourd'hui. Si ces préalables-là ne sont pas remplis, il va sans dire que l'évaluation qui pourrait être faite sera biaisée, parce que les citoyens n'ont pas les rudiments nécessaires, n'ont pas les critères d'évaluation qui pourraient être mis sur le tapis au moment même que l'on avait pris la décision de passer à tel projet ou à tel autre. Alors, qui devait associer les citoyens? Ou les citoyens, de leur position, ont-ils les moyens eux-mêmes de se faire associer? Il y a deux niveaux. Oui. D'abord, il est de la responsabilité des gouvernants, au nom donc de ce que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est la démocratie participative, de trouver des mécanismes et pouvant leur permettre de communiquer suffisamment les projets qu'ils ont en vue, et donc au cours de l'élaboration d'attirer l'attention des citoyens sur la nécessité de recueillir également leur point de vue, ce qui n'a pas été fait. Et donc il y a un premier niveau. Deuxième niveau, c'est que les citoyens eux-mêmes pourraient s'organiser à travers leurs organisations respectives pour trouver également des mécanismes de peser lourd dans la balance, aussi bien à l'entame donc des initiatives qui sont prises en termes de projet que lors de l'évaluation. Ce qu'il convient de dire pour attirer l'attention finalement sur la pertinence de cette interaction qui devrait exister entre les gouvernants et les citoyens, c'est que nous sommes face à ce que j'ai appelé les politiques publiques, qui sont en réalité des interventions d'une autorité. Intervention de l'autorité investie donc de la puissance publique ou de légitimité gouvernementale qui puisse lui permettre donc d'agir dans un domaine spécifique de la société ou du territoire. Vous aurez compris que là, on indexe à la fois les autorités vraiment nationales, tout comme on indexe les autorités qui officient dans le champ du pouvoir exécutif local. Et donc, vous convenez avec moi que des dispositions méritent d'être prises. Mais nous sommes habitués à différentes logiques d'exercice du pouvoir central et qui veulent que l'on passe sous silence la posture légitime des citoyens qui devraient aider à recadrer de par leurs interventions un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour apporter des réponses, soi-disant apporter des réponses à la demande sociale. Parce que en initiant des projets, on est face à des demandes sociales et on s'inscrit dans une dynamique d'apporter, n'est-ce pas, des solutions à cette demande sociale, des réponses
idoine à cette demande sociale. Et donc, on ne fera pas le bonheur des citoyens malgré eux. Il faut s'inscrire dans la dynamique de communiquer suffisamment et de recueillir, n'est-ce pas, leurs avis, et qui peuvent aider à revoir un certain nombre d'initiatives, parce que finalement ces projets-là sont réalisés pour les citoyens et non pour les gouvernants. Alors, les tournées de reddition de comptes, quel effet cela peut avoir sur les citoyens et pour le gouvernement? C'est une très bonne question. Je dirais que Je dirais simplement que les tournées gouvernementales sont appréciées différemment par les citoyens. Effectivement, il y en a qui pourraient voir en cette tournée une espèce de satisfaction qui pourrait se rendre compte donc d'un certain nombre de réalisations dont ils n'étaient pas au courant et qui pourraient trouver que c'est le moyen pouvant leur permettre d'être informés et d'être en phase avec le gouvernement. De l'autre côté, il y a évidemment ceux-là qui vont prendre pour acquis un certain nombre de préalables et ne pas se reconnaître forcément à travers ce que publie le gouvernement comme étant les résultats ou les bilans donc de l'exercice d'un mandat. C'est à ce niveau-là que le problème se pose, parce que les voix sont, je veux dire, les positions sont clivées face à cette action gouvernementale qui veut qu'aujourd'hui on aille sur le terrain en équipe pour vanter, n'est-ce pas, les mérites d'un mandat, des réalisations, etc. etc. Et il y a peut-être des noms dits dans ces tournées, parce que les gouvernants ne font jamais rien au hasard. Et donc, il y a comme une opération de charme qui n'est pas brandie officiellement, mais qui est souterraine à ce que l'on constate comme étant cette reddition de comptes. Ce n'est pas pour la première fois que sous ce gouvernement, on assiste à ce genre de choses. Je crois il y a déjà plus d'un an, on avait déjà vu une espèce de déferlement, n'est-ce pas, dans différentes régions. Et les équipes gouvernementales ont pris sur elles la responsabilité d'aller communiquer autour suffisamment. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'enjeu majeur qui puisse nous amener à supposer qu'il y a des gains politiques. Mais l'un dans l'autre, il y a que le régime finissant, d'une manière ou d'une autre, veut montrer à la face donc des citoyens qu'il y a un certain nombre de réalisations qui sont faites pour leur bonheur, et au même moment peut-être les préparer à emprunter, à suivre d'autres voies, parce que, qu'on le veuille ou non, si le chef de l'État actuel s'en va, il faut bien quelqu'un d'autre pour le remplacer. Merci beaucoup, Dr Patrick Henou, spécialiste en sociologie politique. On rappelle que vous êtes maître de conférence des universités du CAMES. Vous étiez donc notre expert sur cette thématique. Bonsoir chez vous. Merci. Allez, mesdames et messieurs, vous restez avec nous. Eh bien, dans un instant, le plateau en toute franchise avec un ancien ministre de la République, comme l'homme Michel Sogossi. Il est technocrate, il est acteur politique, il est passé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sous le gouvernement de l'ancien président Boni Yayi. Avec lui, on parlera, il nous dira un mot sur les tournées d'explication ou de sensibilisation du gouvernement, cette tournée de reddition de comptes. Et après, on parlera également de la politique avec lui. En toute franchise sur le grand rendez-vous, Michel Sogossi, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Merci de répondre présent à notre invitation. Ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vous avez fait l'expérience de l'exécutif et sous votre ancien patron, le président Boni-Yayi, des tournées gouvernementales d'explication. Il y en a eu sous le président Patrice Talon. La pratique n'a véritablement pas disparu. Elle est d'ailleurs en cours en ce moment sur le terrain. Qu'est-ce qui motive ce choix de l'exécutif d'aller au contact des populations pour une reddition de comptes? Merci beaucoup pour cette occasion que vous me donnez de parler des tournées de reddition qui sont en cours en ce moment. Oui. Vous savez, le peuple a donné mandat à un élu, le président de la République, qui a nommé des ministres autour de lui pour conduire l'action gouvernementale. Et lorsque le gouvernement travaille jusqu'à un certain niveau, il est quand même de bon ton qu'il aille sur le terrain pour dire aux populations, voilà ce que nous avons fait de votre mandat, voilà pendant le temps qui s'est écoulé depuis notre prise de fonction, voilà ce qui s'est passé. Et c'est cet exercice-là que chaque gouvernement essaye de faire par intervalle de temps pour que les populations comprennent dans quelle direction le gouvernement les conduit, dans quelle direction le pays est conduit. Et c'est le même exercice auquel se livre actuellement le gouvernement du président Patrice. Alors, c'est en Conseil des ministres que c'est décidé ou c'est le chef de l'État qui prend sur lui le choix d'envoyer ses ministres sur le terrain? Non, ça peut être décidé en Conseil des ministres comme le chef de l'État peut prendre l'initiative. C'est à lui, le peuple a donné mandat. Il peut prendre l'initiative de dire, bon, mais écoutez, je pense que maintenant vous devez pouvoir aller sur le terrain pour rendre compte de nos actions pendant le temps que nous avons déjà passé. Et voilà comment ça se passe. Alors, sur le terrain, nous voyons des ministres, nous voyons des personnalités politiques, membres des formations politiques, on a des chefs de parti qui sont dans cette délégation. Nous avons des cadres, personnalités proches, collaborateurs du chef de l'État également. Est-ce que ce n'est pas un fourre-tout de voir ces personnalités-là aux côtés des ministres? Les populations attendent de voir les ministres et non tous ceux-là qui sont membres de la délégation. Non, on ne saurait dire que c'est un fourre-tout. Et vous savez, le chef de l'État, quand il est élu, il a des hommes politiques qui l'accompagnent. Par exemple, les partis qui soutiennent le chef de l'État et qui font des propositions, pas toujours au vu aussi de tout le monde, et qui font des propositions d'action, lesquelles actions sont mises en œuvre. Et c'est surtout ces hommes politiques qui sont au contact des populations à la base. Et c'est à ces hommes politiques que les populations disent un peu quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs problèmes, et qui les font remonter au niveau de l'exécutif. Alors c'est normal que quand les étudiants vont sur le terrain pour rendre compte, ces hommes puissent être à côté pour également apporter leur grain au moulin. Alors, nous sommes en train de boucler pratiquement 8 ans de mandat de Patrice Talon et on va faire le bilan de son action depuis 2016. Alors que vers la fin 2021, début 2022, on a vu 2020-2021, on a vu le chef de l'État sur le terrain lui-même parcourir les 77 communes du pays pour faire la reddition de comptes. Pourquoi repartir en arrière pour les ministres? Oui, non, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Le chef de l'État, il est là depuis 8 ans. Oui. C'est normal que les ministres qui ont travaillé à ses côtés pendant tout ce temps puissent aller dire secteur par secteur ce qu'ils ont pu faire. Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire? Non, le chef de l'État, les ministres n'avaient pas eu le temps de le faire. L'opportunité d'aller sur le terrain en ce moment, c'est pour ça qu'ils ce n'est pas ça. Mais on dit la répétition est pédagogique. C'est normal que les ministres, sur 8 ans, puissent aller dire aux populations ce qu'on a pu faire dans chaque secteur pour que vraiment les populations comprennent et pour que les populations puissent vraiment s'assurer que le mandat qu'ils ont accordé au chef de l'État est en train de bien se dérouler. Alors, des ministres, je ne dirais pas inconnus, des citoyens, mais qui n'étaient pas beaucoup plus fréquents sur le terrain, en dehors de quelques-uns qui ont réussi à avoir une assise dans leur département de prédilection. Quel est le type d'accueil dans ces conditions pour ces ministres-là qui n'ont pas l'occasion d'être au contact des populations? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, vous autres. Oui, non, je crois
Est-ce qu'il y a vraiment des ministres inconnus aujourd'hui sur le terrain? Non, je ne crois pas. Surtout que les groupes sont constitués en fonction un peu des régions d'appartenance de ces ministres. Donc c'est des gens qui sont connus et qui vont vers la population et qui expliquent aux populations ce qu'ils ont pu faire. Et je crois que les populations les accueillent assez bien. Est-ce que ce n'est pas une occasion de faire de la politique? Les tournées de reddition de comptes, les tournées d'explication. Mais vous savez, un gouvernement est éminemment politique. C'est-à-dire jusqu'au ministre, d'abord le chef de l'État, il est élu politiquement. Il a nommé des ministres autour de lui, des techniciens qui l'encadrent pour que l'action puisse bien se conduire. Alors, on pense que cette tournée, c'est pour faire de la politique. Moi, je ne dirais pas non, mais je ne dis pas aussi que c'est une mauvaise chose. Puisque n'importe comment, si les populations n'adhèrent pas à ce qui se fait, elles ne peuvent pas être d'accord avec celui à qui ils ont donné le mandat. Donc par conséquent, c'est normal que les ministres aillent sur le terrain et c'est ce qu'ils font. Nous devons pouvoir saluer ça. Alors, être sur le terrain, est-ce que sera véritablement un impact? Et quels sont les objectifs qui sont visés par le gouvernement? Oui, comme je le disais tantôt, les objectifs visés, c'est d'abord de faire toucher du doigt aux populations tout ce qui est réalisé depuis que le chef de l'État a pris le pouvoir. Et de voir effectivement, puisque recueillir aussi les observations ou les doléances de ces populations pour remonter au niveau de l'exécutif, pour remonter au niveau du chef de l'État, pour que s'il y a des corrections à faire à des milieux donnés, on puisse les faire. Parce que, tenez-vous tranquille, le gouvernement a beaucoup travaillé, mais il y a des zones qui ne sont pas toujours bien touchées ou qui estiment ne pas être toujours bien touchées. C'est normal qu'au cours de cette tournée, les ministres recueilleront les doléances des populations et remonteront ça pour le reste du temps qui reste, pour que s'il y a des choses à corriger, on puisse les corriger. Alors, est-ce que ce genre de tournée arrive à changer la perception qu'ont les populations de la gouvernance et de ce qu'ils vivent, de leur quotidien? Vous savez, nous qui sommes à Cotonou et environ, bon, nous constatons tous les jours ce qui se passe, mais ce n'est pas toujours de la même manière que un paysan qui est dans ma commune à Plaroué là-bas, ou quelqu'un qui est à Tchoumi, ce n'est pas la même chose. Donc, une fois que les ministres vont vers ces populations pour leur expliquer, il y a des choses que les gens disent, ah, ça là on ne savait pas, ça là on ne pensait pas que c'était fait, mais c'est bien, continuer. Nous aimerions que prochainement vous puissiez avoir un regard sur nous aussi, et comme cela se passe ailleurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois que c'était nécessaire de le faire. Alors, nous allons vous jouer ce que nous appelons la cassette. La cassette, c'est que nous repartons un peu en arrière, pendant que vous étiez, disons, en activité en tant que ministre. C'était entre 2010 et 2011. On va suivre un extrait et après, on verra également dans cet extrait une petite portion d'une prise de parole sur le plan politique. Merci. La cassette. À cet effet, la question semencière constitue une préoccupation majeure du gouvernement du Dr Boni Yayi, tant en ce qui concerne les cultures vivrières que les cultures industrielles ou d'exportation pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'accroissement des revenus à travers la diversification de la production et le développement des filières agricoles. Le Bénin s'est alors doté d'une politique nationale semencière afin d'une part de promouvoir une filière semencière performante, sécurisante et durable, répondant en permanence aux besoins de productivité et de compétitivité de l'agriculture béninoise, et d'autre part, de contribuer avec plus d'efficience à l'accomplissement de la mission du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, celle de créer les conditions favorables à l'amélioration des revenus agricoles et du niveau de vie des populations à travers l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur agricole. Notre initiative sera dans le format d'une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire de la commune, avec la présente cérémonie consacrant son lancement officiel et la mise en place des comités par arrondissement, formés des agents de sensibilisation à qui nous sommes convenus de donner le nom d'apôtres de la paix. En plus de la sensibilisation à la paix, les apôtres de la paix auront également à sensibiliser les populations à sortir massivement pour
pour un fort taux de participation au scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple béninois, je vous prie d'accepter mes remerciements. Je n'ai aucun doute que vous ferez des analyses fructueuses au cours de ces 2 jours de travaux et surtout que vous formulerez des résolutions réalistes et applicables. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert ce jour 5 mai 2011 les travaux de l'atelier régional sur la politique semencière de la FAO. Voilà, c'était la cassette, monsieur le ministre. On vous a replongé un peu dans un passé pas très lointain. On a parlé de 2011, quelques mois avant que votre remplacement au ministère de l'Agriculture. Un peu nostalgique de cette période-là? Oui, je crois que nous avons passé quand même un moment inoubliable au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Vous savez, avec du recul, quand nous voyons un peu ça, on s'est dit, mais on n'a pas perdu trop le temps. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en arrivant à la tête de ce ministère-là, vous avez réussi à réaliser ce qu'il fallait pour booster l'agriculture béninoise? Nous avons essayé, nous avons fait ce que nous pouvions faire à l'époque pour pouvoir booster l'agriculture béninoise. Je crois que la dynamique a continué. Donc voilà, à notre époque, naturellement, ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Qu'est-ce qui vous a manqué depuis que vous avez quitté le ministère de l'Agriculture? Qu'est-ce qui m'a manqué? Oui. Non, je peux dire ce qui m'a manqué vraiment, mais sinon, je reste citoyen, j'observe et je continue d'être militant. D'accord. Parlons à présent de vous, en tant qu'acteur politique, comme là Michel Sobossi. Vous êtes de la 11e circonscription électorale. Exactement. Entre-temps, vous avez été membre des Forces Corées pour un Bénin émergent. Vous avez été secrétaire général des Forces démocratiques unies du professeur Mathurin Kofi-Nagom. Oui. Entre-temps, il y a eu un clash et vous êtes parti, c'était en 2018, pour intégrer l'Union fait la nation. Et ensuite, on vous a accueilli à l'Union progressiste. On vous situe où sur la scène politique présentement? Aujourd'hui, je suis au niveau de l'Union progressive, l'Union progressive le Renouveau, oui. Où je suis membre du bureau politique. Que pouvez-vous nous dire de votre passage, de votre expérience en politique durant toutes ces années? Comme toute expérience, je crois que j'ai tiré des leçons. Il y a des moments fastes comme il y a des moments non fastes, mais je crois que tout ça aussi c'est la vie. Et je crois qu'au niveau de la politique, nous essayons d'évoluer pour quand même que les générations futures puissent en prendre l'exemple. Alors, vous parlez de génération future, mais il y a une génération avec laquelle vous composez aujourd'hui, c'est la jeunesse. Vous la voyez faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse-là, de sa manière de faire la politique? Elle suit correctement bien vos pas? Je peux donner un avis un peu mitigé. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque nous suivons la jeunesse aujourd'hui, il y a au moins 2 catégories de jeunes. Il y a des jeunes qui veulent vraiment apprendre et qui veulent se mettre à travailler comme cela se doit. Mais il y a des jeunes qui veulent brûler les étapes et puis qui pensent qu'il faut de petits coups pour pouvoir en arriver. C'est ce qui est dommage. Mais fort heureusement, il y a d'assez bons jeunes quand même qui militent et qui travaillent comme cela se doit. Alors vous avez bien souvent été opposé à l'émiettement de la classe politique. Ça a été un combat que vous avez beaucoup mené. Restez-vous toujours fidèle à cette ligne de conduite? Oui, moi je dis, pour qu'un pays avance, il faut éviter que la classe politique soit émiettée comme cela se faisait, où on est à 200, 300 partis politiques. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, nous avons aujourd'hui de grands partis politiques. Et moi, mon souhait, c'est qu'au niveau des gens qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir, qui puissent aussi s'organiser pour créer au moins 2 grands partis politiques pour que nous ayons sur l'échiquier politique national. Vous parlez de l'opposition ou des centristes? Pas de l'opposition. Et des centristes? Non, oui, opposition ou centriste, oui. Que ceux qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir, ils puissent s'organiser aussi pour créer 2 grands partis. Moi, j'aurais souhaité que nous ayons 2 grands partis de la mouvance et 2 grands partis de l'opposition et qui vraiment s'affrontent les idées pour que le meilleur gagne. Alors, à pratiquement 20 mois des premières élections générales que le Bénin connaîtra, quelle est votre appréciation de l'atmosphère politique au Bénin? Pour certains, c'est que ça dort, rien ne bouge, alors que l'année prochaine déjà,
Les tractations seront lancées en cours. Vous savez, chaque parti ou chaque leader joue un peu à l'attentiste pour voir comment ça va démarrer chez l'autre. Au niveau de l'Union progressive, le renouveau, il y a une stratégie qui est en marche, qui se met en place. Et nous travaillons pour le moment à installer les structures de base du parti. Nous avons installé les cellules, nous avons installé les sous-sections et les sections. Cela se met progressivement en place et je crois que d'ici à là, le parti l'UP, le renouveau, pourra dire ce qu'il en est et nous nous mettrons sur le terrain pour travailler. Alors tout le monde est attentiste, vous l'avez dit. Entre cette manière de faire à moins de 2 ans d'une élection ou des élections générales et l'autre manière de faire où déjà ça bouge, les lignes bougent dans les partis politiques, la société civile et bien d'autres, laquelle donne vie à la démocratie? Non. Vous savez, avant, parce qu'on n'est pas très structuré, chacun cherche le petit chemin pour passer. Donc cela fait qu'il y a beaucoup de bruit, bon, il y a beaucoup de mouvements. Mais de plus en plus que les choses sont organisées, on sait que bon, ce n'est plus possible de se faufiler pour pouvoir s'en sortir. Donc il faut naturellement travailler à attendre le mot d'ordre du parti. Et c'est ce que les grands partis sont en train de faire. Alors en le faisant, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer quelqu'un qui viendra au pouvoir, ou bien quelqu'un qui sera élu, qu'on ne maîtrise véritablement pas, qui reste dans une opacité totale qu'on découvre? Non, je ne crois pas que ça va être le cas. Je pense que au moins au niveau des partis, c'est cela quelqu'un qui est connu. Et là, cela permettra que tout au moins les partis politiques ne vont pas sortir des présidents de la République. Alors, on va finir avec cette actualité, le différend, la tension entre le Bénin et le Niger. Comment appréciez-vous ça en tant qu'acteur politique et en tant qu'ancien ministre? D'abord, en tant que citoyen béninois, ce qui se passe aujourd'hui entre le Bénin et le Niger est déplorable. C'est regrettable parce que c'est des peuples frères qui jadis vivaient vraiment en symbiose et qui n'appellent qu'à vivre ensemble et qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Le peuple nigérien ne peut pas se passer du peuple béninois, comme le peuple béninois ne peut pas se passer du peuple nigérien. Et moi je crois que cette crise qui est intervenue, j'appelle de tout mon vœu que ce soit vraiment une crise passagère et que très rapidement on trouve une solution pour que les peuples puissent vraiment se réintégrer réellement pour la continuité de leurs activités, surtout économiques et financières. Alors la solution, il y a le ministre de l'eau qui a été dépêché par le chef de l'État pour se rendre à Niamey, mais qui est revenu. Il n'a pas réussi à rencontrer le président de la transition au Niger. Pensez-vous que les deux pays peuvent véritablement se retrouver et parler? Oui, moi je crois qu'au niveau où nous sommes arrivés pour la crise, ce n'est plus les protagonistes eux-mêmes qui peuvent vraiment se rencontrer et parler. J'ai suggéré qu'il y ait une médiation qui puisse travailler à mettre les uns et les autres ensemble pour que cela commence. Bon, les Chinois ont tenté cette médiation, puis c'est sur l'investigation de WAPCO, je crois, que la réunion qui s'est tenue à Niamey a eu lieu, suite à laquelle le président Tchani n'a pas pu recevoir notre ministre des Mines, que nous déplorons. Mais je crois que d'autres voient plus calmes pourront assurer une médiation pour permettre que les deux pays se remettent ensemble. Nous avons besoin l'un de l'autre. Le Niger a besoin du Bénin, comme le Bénin a besoin du Niger. Patrice Talon et Tiani pourront-ils se parler? Oui, et pourquoi pas? Même en famille, il y a parfois des différends qui vous opposent et que, bon, chacun pense qu'il peut prendre son chemin. Mais avec le temps, quand les vieux, les sages vous parlent, on comprend que non, bon, même si j'ai raison, il faut que je me rapproche de mon frère pour que cela se calme. Et je crois que les deux présidents peuvent toujours se parler. Et si une véritable médiation se met en place et qui travaille vraiment à ramener la balle à terre,
je souhaite même qu'un jour, ils puissent se mettre encore à table et boire même du champagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme Jean-Michel Sogossi, je rappelle que vous êtes ancien ministre de la République et que vous êtes de la 11e circonscription électorale et présentement, vous êtes membre très actif de la formation politique Union progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et de participer donc à cet échange. Le grand rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce 4e épisode. Retrouvez ce programme en replay sur nos différents canaux digitaux. Portez-vous bien. Merci.